Le cancer continue de représenter un problème de santé publique au Togo. Selon les autorités en charge du secteur de la santé, le pays enregistre chaque année plus de 7000 cas de cancer, dont près de 900 cas pédiatriques. Dans les détails, tous les sexes sont affectés. Les cancers les plus présents chez les femmes sont ceux du sein avec un taux de 21% et du col de l'utérus qui est à 16%. Chez les hommes, le cancer de la prostate est à 18% alors que celui de l'estomac est avec un pourcentage de 10%. Face à la montée alarmante de la maladie, l'État togolais compte renforcer la capacité du réseau d'établissements de santé pour l'amélioration du traitement des patients atteints de cancer. Rappelons que généralement, la consommation de tabac et d'alcool accompagnée d'une mauvaise alimentation ou encore d'un manque d'activité physique et la pollution de l'air sont des facteurs de risque majeur du cancer. Un diagnostic correct de la maladie est indispensable pour son traitement approprié et efficace. Les activités de pêche ont repris sur le lac Nangbeto après leur suspension obligatoire de 3 mois pour le repos biologique des espèces. Ce repos obligatoire a donc permis de préserver et régénérer les ressources halieutiques de ce lac en garantissant ainsi la durabilité des ressources pour les générations actuelles et futures. Cette reprise est donc marquée par de nouvelles restrictions. Quelques techniques et certains équipements de pêche jugés destructeurs sont interdits. L'on peut citer entre autres l'utilisation d'outils comme le filet maillant ou l'épervier avec des mailles inférieures à 2 doigts et demi, la seine de rivage, les nasses de moins de 3 doigts et les bambous. Les techniques telles que la kaja ou encore atidja, le baré-baré, la palangre non appâtée et l'usage de produits toxiques restent prohibés. Ces mesures visent à limiter l'impact négatif des activités de pêche sur les ressources halieutiques et à favoriser leur régénération à long terme. L'accès à l'exercice de la pêche est désormais conditionné par l'obtention préalable d'un permis délivré par la Direction des pêches et de l'aquaculture. Ce dispositif réglementaire permet de mieux encadrer les activités de pêche et d'assurer leur conformité aux normes établies pour protéger l'écosystème. Les fluctuations des prix des denrées alimentaires se sont accentuées ces 5 dernières années. Elles ont impacté presque tous les pays en Afrique, surtout ceux qui dépendent fortement du marché international pour leur approvisionnement. Selon les économistes Isabella Weber et Merle Schulken, l'un des moyens d'assurer la sécurité alimentaire en Afrique, c'est la mise en place des magasins de stock alimentaire publics. Dans un rapport de 24 pages, ces économistes estiment que la mise en place des stocks alimentaires publics offrira aux pays concernés la possibilité d'agir sur les marchés intérieurs à défaut de peser sur le système régional global. Sous réserve d'une bonne gestion, des stocks régulateurs bien conçus permettront d'encourager la production locale en achetant les récoltes auprès des producteurs locaux. Ceci offrira une source de revenus stable aux agriculteurs, permettant ainsi au marché intérieur d'être plus résilient. En jouant sur le niveau des stocks pour contrôler les fluctuations des marchés, les gouvernements pourraient ainsi limiter les effets de la hausse des prix et assurer la sécurité alimentaire dans un environnement où les ménages subsahariens consacrent en moyenne 50% de leurs revenus à l'alimentation. Les autorités nationales peuvent revendre à des prix subventionnés ou sous forme d'aide alimentaire les récoltes stockées pour réduire la vulnérabilité des populations et garantir leur accès aux denrées, comme ce fut le cas en Inde. Cependant, cette approche suscite des critiques des experts qui y voient une source de distorsion du marché avec le contrôle des prix et les effets pervers de la libre concurrence. Habillé en kaki, casquette de l'armée malienne vissée sur la tête, Choguel Maïga déboule devant les militants de son mouvement, le M5 RFP. Et il va tenir son auditoire en haleine pendant plus d'1 heure. À plusieurs reprises, le Premier ministre civil du Mali fait l'éloge des soldats qui se battent sur le front, mais critique vertement les autres, ceux qui dirigent le pays à Bamako, essentiellement sur la transition qui n'a pas pris fin comme prévu le 26 mars dernier. Elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée.
alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Ce n'est pas normal dans un gouvernement. C'est la première fois que Choguel Maïga explique publiquement être mis à l'écart par le pouvoir sur des sujets clés. Et s'il assure s'interdire toute polémique politique, il poursuit. Qui inspecte la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter. Nous pouvons faire preuve de patience. Mais cette patience a des limites. Mais Choguel Maïga appelle malgré tout au respect des autorités politiques en place, garants de force et de stabilité, et qui ont, selon lui, permis au Mali de tourner une page dans la relation qu'il a avec la France. Les Français qui sont au Mali ne sont pas nos ennemis. Nous avons des milliers de Maliens en France. C'est la politique des gouvernements que nous rejetons, que nous refusons. C'est la politique néocoloniale. L'arrogance, le mépris, le non-respect pour les dirigeants africains. Au Mali, c'est terminé. Choguel Maïga a été installé Premier ministre en juin 2021 par le général Assimi Goïta et ses hommes. Souvent donné partant, il se maintient jusqu'alors à la primature. Les attentes des Sénégalais sont grandes, avec les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, le parti au pouvoir vainqueur annoncé des élections législatives de dimanche. Dans ce pays, la jeunesse est fortement touchée par le chômage et l'inflation. Ces élections pourraient changer beaucoup de choses pour moi, comme pour tous les autres jeunes. Nous avons tous besoin de travail. Nous devons pouvoir faire quelque chose pour nous-mêmes. Nous devons pouvoir vivre une bonne vie au Sénégal pour ne pas aller chercher à l'extérieur. Le PASTEF vient donc de s'arroger une majorité parlementaire, lui permettant de faire adopter ses réformes institutionnelles pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Par exemple, l'amnistie, beaucoup de citoyens optent pour que ça soit dissous. Oui, annuler l'amnistie pour que justice soit faite pour les victimes. Par ailleurs, tous les Sénégalais n'ont plus la même foi au gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko et des violences avaient émaillé la campagne de ces législatives à Dakar. Dakar et le Sénégal, ce n'est pas en parlant qu'on les construit. C'est le travail qui compte. Ces gens qui se prennent pour des caïds depuis qu'ils sont au pouvoir, tout le monde comprend ce qui se passe. Après son raz-de-marée électoral, le parti au pouvoir est sur un boulevard et doit mettre en œuvre son projet ayant permis sa victoire à la présidentielle il y a 8 mois. Les Gabonais votent massivement pour une nouvelle constitution. Le oui l'a emporté avec 91,8% des voix lors du référendum du 16 novembre. Le taux de participation a atteint 53,5% selon le ministre de l'Intérieur gabonais. Les observateurs n'ont relevé aucun incident majeur durant le vote. Cette nouvelle constitution instaure un régime présidentiel. Désormais, le mandat présidentiel durera 7 ans, renouvelable une seule fois. Le président pourra dissoudre l'Assemblée une fois par mandat et le Parlement aura le pouvoir de le mettre en accusation. Portée par le général Brice Oligui Nguema, cette réforme supprime le poste de Premier ministre et interdit la succession familiale à la présidence. L'héroïne détruit des vies au Kenya. Autrefois, cette drogue qui ne faisait que transiter par ce pays d'Afrique de l'Est en direction de l'Europe et de l'Amérique est aujourd'hui répandue à la vente sur tout le territoire national, alimentant ainsi une dépendance locale. Les consommateurs sont pourtant conscients des risques encourus. C'est une très mauvaise dépendance, mais elle est ignorée par la communauté. Le gouvernement et d'autres organisations qui pensent que c'est la volonté de la personne de continuer à consommer.
Mais ce sont de petites raisons qui vous poussent à commencer à consommer. Et lorsque vous en consommez, ça vous stabilise le corps, votre cerveau et vos sentiments. Ils vous mettent en transe et vous ne comprenez plus. Le temps passe et vous êtes juste là. Vous ne pensez pas. Kwa mambo mingi linakufanya uzubae, linakuzubaisha yani hali ya kuwa bila kujielewa na unashtukizia yani wakati unakupita. Selon l'ONU, au moins 22 tonnes d'héroïne transitent chaque année par la côte est africaine, dont environ 2,5 tonnes sont destinées au marché local kényan. Nous constatons qu'un marché évolutif a été créé. Si nous prenons l'exemple du Kenya, qui était initialement considéré comme un marché de transit, il est devenu davantage un marché de destination pour les drogues illicites. Selon les chiffres les plus récents de l'ONU, datant de 2019, il serait au moins 27 000 consommateurs d'héroïne dans la population kenyane. C'est un très grand défi pour nous et nous essayons plusieurs moyens de traiter ou de combattre la consommation de drogue. C'est pourquoi nous avons installé des cliniques de méthadone. La toxicomanie m'a fait beaucoup de mal. Je n'avais pas d'amis. Mes frères à la maison et même les étrangers sur la route ne me faisaient pas confiance. Personne ne voulait m'engager. Mais depuis que j'ai commencé à prendre de la méthadone il y a 4 ans, cela m'a beaucoup aidé. Avec la dose vendue à environ $2, soit 200 shillings, la consommation d'héroïne pourrait augmenter. Au Burundi, 477 détenus ont été libérés de la prison de Muramvya dans le cadre d'une mesure de désengorgement des centres de détention du pays, ordonnée par le président de la République, Evariste Ndayishimiye. La procédure concerne toutes les personnes incarcérées pour des délits mineurs. Sur un total de 13 211 prisonniers, 5 442 seront libérés, soit 41% de la population carcérale. Cette grâce n'est pas imposée par la loi, car on ne gracie pas un innocent. C'est une opportunité donnée à nos frères et sœurs de changer, de se convertir et de contribuer au développement du Burundi. D'ici à 2 semaines, toutes ces personnes auront l'opportunité de repartir de zéro. Et l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques souhaite que les Burundais en exil bénéficient eux aussi de la clémence du chef de l'État. C'est une bonne chose la mesure qui a été prise. Mais aussi, il faut qu'il y ait des mesures politiques qui doivent être prises en vue d'inciter les gens à rentrer. Le Burundi compte à ce jour 11 prisons avec une population carcérale dépassant largement les capacités d'accueil. Au Soudan, une épidémie de choléra dévastatrice touche des milliers de vies. En seulement quelques mois, le nombre de cas a franchi les 24 000 avec 699 décès recensés. Les zones déjà affaiblies par la guerre sont les plus touchées. Il y a un grand nombre de personnes souffrant de la maladie qui arrivent. Et nous avons encore plus de patients dans l'autre section. Pour l'instant, la situation dans la région de New Alpha n'est pas aussi grave. Le grand nombre d'arrivées provient de la région de Radaga. Mais à New Alpha, la situation est loin d'être sous contrôle. Les infrastructures de santé déjà insuffisantes aggravent la propagation du choléra. Un déplacé de l'Est de l'État d'Al Jazeera témoigne de leurs conditions. La situation sanitaire est très mauvaise ici. Plus de 300 ou 250 personnes utilisent 3 salles de bain délabrées, voire primitives. Alors que les autorités luttent contre l'épidémie, la pénurie de médicaments et d'équipements médicaux exacerbés par la guerre met en péril la vie de milliers de Soudanais.
Ce dimanche, le Togo a disputé au stade de Kégué à Lomé son dernier match des éliminatoires pour la CAN 2025 face à la Guinée équatoriale. Contre toute attente, les éperviers se sont imposés 3-0 après une série de 5 matchs sans victoire. Une performance collective qui a surpris plus d'un. Dès la 14e minute, Yann Anor a ouvert le score, donnant le ton de la rencontre. Kevin Dunke a ensuite doublé la mise à la 53e minute, avant qu'Anor ne signe en doublé personnel à la 87e minute. C'est là aussi une victoire éclatante. Malgré ce succès, le Togo ne participera pas à la CAN 2025. Pour espérer se qualifier, il lui aurait fallu remporter ses 2 derniers matchs contre le Libéria et la Guinée équatoriale, tout en comptant sur une défaite de cette dernière face à l'Algérie. Mais le 13 novembre dernier, les éperviers se sont inclinés face au Libéria, tandis que la Guinée équatoriale a arraché un nul contre l'Algérie. Le Togo termine donc 3e du groupe avec 5 points, derrière l'Algérie 16 points et la Guinée équatoriale 8 points. Le Libéria clôture la marche avec 4 points. Cette élimination place le Togo aux côtés d'autres nations qui seront absentes de cette édition comme le Kenya et le Ghana, ce dernier manquant la compétition pour la première fois en 20 ans. Cette victoire des éperviers face au Nzalang national soulève des questions sur l'avenir du football togolais. Est-ce un simple coup de chance ou un signe annonciateur de renouveau pour le football togolais? Seul l'avenir le dira.